Merci de nous rester fidèles et de suivre Kiosque comme tous les matins, 9h30 sur CCTV Ralik. Bon début de semaine à tous. Alors nous sommes le 25 septembre 2023. L'actualité est riche en République démocratique du Congo. Tout d'abord, cette information qui fait grand bruit depuis ce matin. La lettre que le président de la CENI, Denis Kadima, aurait écrit au chef de l'État pour faire part des contraintes techniques par rapport à la tenue des élections. Qu'en est-il exactement? Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Et la polémique par rapport à l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui continue de marteler. Il y a eu des accords signés avant la publication des résultats, bien que le chef de l'État et demandé des preuves et mis à témoin deux personnalités de l'ancien régime, Raymond Tshibanda et Némi Mouyania. Corneille Nangaa continue de persister, qu'il y a eu accord. Pourquoi il tient à ça? Qui se cache derrière ces propos de l'ancien président de la CENI? Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Alors nous allons nous rendre... nous allons parler de la République démocratique du Congo, sécurité avec cet ultimatum du gouvernement à travers le ministre, le VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, aux groupes armés de quitter les territoires occupés, le M23 plus particulièrement. L'ultimatum, c'était juste hier, dimanche 24 septembre 2023. Vous le savez que au niveau des Nations Unies, le président de la République avait indiqué qu'on n'exclut aucun scénario pour mettre fin à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Analyser commentaires, c'est avec nos invités. Ils sont au nombre de 3 ce matin. Thierry Mukelekele sera face à Aimé Mutombo et Pascal Oonje. Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue. Thierry Mukelekele, bonjour. Bonjour madame, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à ceux-là qui suivent CCTV. Voilà, alors Pascal Oonje, bonjour, bon début de semaine. Bonjour Gisèle, bonjour à mes confrères sur le plateau. Je remercie tous nos différents téléspectateurs qui nous ont suivis le lundi passé. J'ai eu le point de vue des uns et des autres. En tout cas, je vous encourage de nous suivre encore davantage. Vos remarques, nous avions pris en considération. Je crois que nous ferons tout pour que tout ce que nous aurons dit soit dans le sens de défendre les intérêts de la population. J'ai un petit biscuit ici, c'est un rapport avec le fonctionnement aujourd'hui du Centre congolais des luttes anti-mines. C'est cela, mais en sigle. C'est un centre, bien entendu, qui milite pour, ou sinon contre les mines antipersonnelles. C'est un centre qui est rattaché au ministère de l'Intérieur. Il avait, quelques temps passés, un coordonnateur qui s'appelle Soudi, qui, à travers son travail, le centre n'a pas fonctionné normalement. Les membres de la famille, la femme, les petits frères, les petites sœurs, les enfants, ce sont eux qui ont occupé les postes juteux. Et visiblement, on n'avait pas d'expérience avérée. Et le bureau était dans son sac. Il pouvait faire du centre tout ce qu'il pouvait vouloir. Mais lorsqu'on fait le changement, on nomme un autre coordonnateur à la personne d'Emmanuel Lokino. Il apporte un changement. Aujourd'hui, les agents respirent. Mais à son entrée, qu'est-ce qu'il avait constaté? Et d'ailleurs, je dois rappeler ici qu'à son temps, il avait refusé même de faire la remise et reprise. Il a constaté des détournements et des détournements. Et des véhicules, et d'argent, parce que la comptable était sa femme et les enfants, ainsi de suite. Et finalement, on va amener le dossier en justice. La justice va apprécier la question, on va arrêter le monsieur. Et le dossier a été inscrit sous un numéro, comme ça se fait d'ordinaire. Les détournements, comme des viols, sont des questions. Lorsqu'on vous arrête, en tout cas, il faut aller jusqu'à la fin, ou sinon au bout de la procédure pour bénéficier de la liberté. Mais curieusement, on n'a pas compris, quelques temps après, Il est libre. il bénéficie de la liberté provisoire, mais pire encore,
sous un autre numéro que celui qui l'a amené à prison. C'est ce que vous dénoncez là. Et voilà comme ça que je dis, autant que le chef de l'État les dénonce, autant que moi je le fais aussi, parce que nous constatons que le fonctionnement de la justice n'aide pas notre société. Et pourtant, il y a certains individus qui fournissent les efforts pour permettre que certaines structures fonctionnent normalement. Mais lorsqu'on va en justice, on se rend compte que la justice ne facilite pas les choses. Voilà pourquoi nous disons, ce n'est pas toujours bon de protéger les détourneurs de cette manière-là, même s'il est avocat, je comprends, peut-être qu'ils se disent, les loups ne se mangent pas entre eux, comme nous voyons à l'Assemblée nationale. Si en justice aussi ça doit se faire de cette manière-là, je ne sais pas comment nous allons construire la nation. Voilà pourquoi je dis, comme il s'est agi d'un détournement, je pense qu'il est bon que la procédure aille jusqu'au bout, parce que là, il y a fraude pour sa libération. Il a été arrêté sous un numéro et il sort sous un autre numéro. C'est une fraude. Je crois que ça complique encore le dossier. S'ils seront sérieux cette fois-là, ne fût-ce que poser une fois un acte qui sera louable pour la société, je pense que ce sera une bonne chose. Voilà, une dénonciation dans le fonctionnement de la justice. Voilà, alors Aimé Boutombo, l'homme des infrastructures. Bonjour. Bonjour Madame Gisèle, merci pour l'invitation et bonjour à mes co-débatteurs qui sont en face. J'ai deux petits biscuits, Madame Gisèle. Très vite. Ouais, très rapidement. D'abord ici, j'aimerais dénoncer cet acharnement qui est constaté ces derniers temps au niveau des réseaux sociaux, même dans certains médias publics comme privés, sur l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi, qui a été mal compris, très mal compris par rapport à son message qu'il avait présenté le jour de la clôture de la conférence Équilibre 2023 au niveau du Palais du Peuple. Et il y a des gens qui se donnent le luxe d'entrer en polémique pour dire des choses, entrer dans la diffamation, sans pour autant avoir suivi la vidéo. Ce qu'il faudrait savoir ici, je tiens à marteler, la vérité reste vérité, même si elle ne fait pas unanimité, c'est la vérité. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui sont restés dans la distraction pour ne pas avancer dans un rêve sphérique comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a un $100, il pense tout dépenser, il ne pense pas à investir. Il y a des gens qui ont $1000 qui préfèrent acheter un iPhone pour qu'on le voie avec un iPhone sans pour autant avoir même des unités pour mettre dedans. Je demande ici aux gens qui n'ont pas suivi ces messages, avant de polémiquer, d'entrer dans cette polémique inutile qui se présente aujourd'hui, de voir, d'aller sur Compassion TV, de voir, et j'ai recoupé même quelques morceaux de ces messages pour permettre aux gens, il y a des gens qui me posaient même la question, non, voilà, votre pasteur, voilà. Ah, vous priez là-bas. J'ai dit, oui, c'est mon père spirituel, okay. Alors j'ai voulu éclairer un peu la lanterne de l'opinion. Alors quand je posais la question à ces personnes-là, 10 personnes au total, oh non, j'ai pas suivi. Quand j'ai expliqué, j'ai donné ces petits biscuits, ces petits morceaux, alors les gens ont compris qu'il n'y a pas eu d'insulte. J'insiste, il n'y a pas des excuses à présenter parce qu'il n'y a pas eu d'insulte et l'homme de Dieu a dit la vérité. Aujourd'hui, j'ai béni l'Éternel parce qu'il y a des gens qui commencent à comprendre, qui ont visualisé la vidéo, qui disent, même en Europe aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui sont montés au créneau pour soutenir le message de l'homme de Dieu. Mais il y a une instrumentalisation derrière. La femme de Papa Wemba et la femme de King Kester Emenea, par des gens qui sont en quête de positionnement, et même certains hommes de Dieu qui sont contre le message de la sainteté qu'est l'homme de Dieu. Chacun a perçu les messages. Oui, maintenant il faudrait suivre. Vous savez, avant de contredire quelqu'un, par rapport à un message qu'il a dit avant que vous puissiez contredire, il faudrait en amont suivre le message pour avoir les éléments afin de contredire. Okay. Ici, le deuxième biscuit, vous permettez rapidement, je tiens aussi à joindre ma voix à celle du président de la République, comme il a félicité les gendarmes nationaux, Jules Alinguete, aujourd'hui, qui fait partie des éléments. Aujourd'hui, en RDC, si nous comptons les éléments ou le bilan du chef de l'État parmi les secteurs qui ont réussi, nous pouvons dire aussi que la patrouille financière a beaucoup donné des résultats, les résultats par rapport au travail d'un homme, IGF, qui nous a révélé, surtout ici, si je faisais allusion au rapport sur le contrat sino-congolais par exemple, j'étais à l'hôpital général de référence en début de semaine, j'ai vu un bâtiment très important où les travaux sont arrivés à 97%,
mais on me dit que c'est Il y a moins des de 30 millions de dollars américains. Les histoires Alors qui se ici, racontent par rapport au contrat de Mama Yemo, là aussi, hein, qu'il s'agit de quoi en fait? par rapport à ça, avant que je ne réponde, je vais terminer pour dire que, vous voyez l'hôpital du cinquantenaire, selon le rapport de l'IGF qui était sorti, la réhabilitation de cet hôpital a coûté à la République 114 millions de dollars américains. Mais si les gens voyaient et regardaient ce qui est fait à l'hôpital général de Mama Yemo, ex-Mama Yemo, moins de 30 millions de dollars, un bâtiment où il s'agit de la construction totale, avec une fondation de 2 niveaux en bas, 4 niveaux au-dessus, avec une grande superficie. Donc, vous voyez aujourd'hui qu'il y a des Congolais animés de mauvaise foi qui cherchent toujours à discréditer le travail d'un homme, Jules Alinguette, pour ne pas le citer, avec toute l'inspection générale des finances. Coup de chapeau, bravo, et nous serons toujours derrière vous pour accompagner les travaux que vous faites. Par rapport à ce que vous dites, madame, pour l'hôpital général de référence, il y a des bruits qui circulent aujourd'hui. Manque d'acceptation, nihisme, mauvaise foi, je dirais. Le groupe Moderne Construction a gagné le marché pour la construction de l'hôpital général de référence. C'est le bureau central de coordination qui supervise et coordonne ces travaux. Les travaux sont financés entièrement par le gouvernement de la République. Il ne s'agit pas d'une gestion d'un Indien ou d'une structure. L'hôpital sera géré toujours par le médecin directeur général, comme ça c'est fait. Pas d'Indien. Pas d'Indien, c'est faux et archi-faux. Moderne Construction a gagné son marché. Normalement, selon la procédure qui existe, c'était fait au niveau du BCECO. Il y a des images qui ont été même enregistrées. Vous voyez? Alors, il ne faudrait pas que les gens soient dans la confusion par rapport à cet aspect des choses. Le moment venu, on va remettre l'ouvrage au propriétaire qui est le gouvernement de la République qui a financé entièrement ces travaux. Il n'y a pas de personnes ou des enveloppes venues de l'extérieur par rapport à ces projets. Les travaux ont été très bien exécutés par la Société Moderne Construction. Et d'ailleurs, il faudrait féliciter ces genres de personnes qui ont quitté leur pays, qui ont accepté de venir ici au Congo pour donner l'emploi à certains de nos frères et nos consoeurs. Vous voyez? Donc c'est très important. Moderne Construction avec M. Harish, que je salue, que je félicite, ne gérera pas cet hôpital comme on est en train de le dire sur les réseaux sociaux. Voilà, alors vous êtes expert en infrastructure, mais je l'ai dit tout au début, qu'en est-il des programmes des 145 territoires, un peu en plus bref? Parce que l'autre fois vous l'avez tant vanté, est-ce que nous sommes déjà en train de palper cette réalité des constructions d'infrastructures au fin fond du pays? Le PDL 145 territoires, madame, c'est une réussite totale dans sa première phase, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui ont ouvert les portes pour accueillir les élèves dans le cadre de cette rentrée scolaire. Nous sommes au mois de septembre, vous savez. Il y a des centres de santé, des bâtiments administratifs et des écoles qui ont été construits dans le cadre de ce projet qui est encore financé par le gouvernement de la République. Occasion ici, madame, pour féliciter l'initiateur de ce projet, qui est le chef de l'État. J'aimerais souligner quelque chose parce qu'il y a des députés qui sont en train, à peine une dizaine, une brochette de gens, qui cherchent à dire que le PDL n'est pas une réussite. Faux et archi-faux. Il y a eu un petit souci, parce que vous voyez aujourd'hui, il y a des députés qui veulent faire voir à leurs électeurs que non, si on a construit ces centres de santé ici, c'est parce que moi j'ai fait un plaidoyer. Faux et archi-faux. C'était un programme conçu, il n'y a aucun député qui a initié le projet du PDL. Pas de récupération. Et même, oui, pas de récupération politique, mais aussi, il y a des députés qui se sont vus refuser. Ils ont voulu délocaliser la construction peut-être soit d'une école, soit d'un centre de santé, pour amener proche de sa circonscription, pour dire aux gens, voilà, j'ai plaidé, voilà pourquoi on a fait ça ici. Alors, tellement que les calculs ont été déjà faits, on avait mené déjà des études, donc la construction est très visible pour les gens qui suivent. Le Bureau central de coordination, la CFF, le PNUD, toutes ces structures qui ont été recrutées comme agence d'exécution de ces travaux sont en train de communiquer suffisamment, mais ils doivent aussi augmenter la communication pour permettre aux personnes les plus sceptiques de comprendre que le PDL, c'est une réalité, mais nous attendons aussi maintenant la deuxième phase qui sera concentrée sur le route, le voirie et puis le route des dessertes agricoles. Voilà. Merci l'homme des infrastructures. Merci beaucoup, pour cet madame. éclairage par rapport
aux questions liées aux Non, mais infrastructures. par rapport à cette question, C'est pas, oui, non, non, c'est pas très les important. sujets. Non, hein. vous entrons, vous allez, C'est pas les sujets parce que là, on pourrait, oui. juste un petit truc. Parce que je suis toujours insatisfait de la manière dont la communication est faite dans ce cadre. Je vois sur les réseaux sociaux, surtout sur WhatsApp, on met, mais ce n'est pas si clair pour que les gens comprennent effectivement, par exemple, comme on avait échangé la fois passée avec le confrère, quand on parle du Congo central, nous avons autant de territoires. À tel territoire, il y a un centre qui est construit, il y a une école qui est construite. De manière claire, à travers le pays, on fait monter de publics reportages et de manière spécifiée, au besoin, accompagné par un petit débat sur la question, parce que nous sommes en période préélectorale, permettrait aux Congolais de comprendre effectivement sur ce projet qu'est-ce qui a été fait. Je regrette toujours, et chaque jour, de la manière dont la communication est faite au niveau de la présidence. Parce que ce projet, c'est le projet du chef de l'État. Il faut bien communiquer. Mais au niveau de la présidence, aucune bonne communication. Quand vous allez à la cellule de la communication de la présidence, vous allez trouver trentaine de journalistes. Posez-vous la question, ils font quel travail en réalité? Sur une telle question, on ne peut pas avoir un document intelligemment monté par la cellule de la communication de la présidence pour permettre que les autres organes, les autres journalistes aient de vraies informations pour appuyer cela. Je vois le confrère, lui n'est pas à la présidence, c'est un collaborateur, comprend, il fait son travail comme individu. Mais l'individu fait le travail. Mais l'institution ne parvient rien à faire. C'est là le problème. Je pense, s'il y a des gens qui émettent encore des doutes dans la réalisation de ce projet, ils n'ont pas tort simplement parce que la communication n'est pas correctement bien faite. Merci Pascal Owondi. Oui, alors je dois féliciter le confrère parce plaît. qu'après notre échange la fois dernière, j'ai vu des améliorations. Pour ça, vous méritez mes congratulations. Mais je ne me limite pas à vous parce que vous n'êtes qu'un individu. Vous collaborez. Je ne sais pas si on vous appuie aussi avec des moyens conséquents pour que vous fassiez le tour du pays. Mais je parle ici des institutions. Je constate que la présidence, pas seulement pour cette question. Prenez le cas des cas de morts que nous avions vus ici. Où les gens spéculent et disent n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est la stratégie qu'ils ont montée sur la communication pour que les gens aient un autre son, une autre compréhension sur la question? Zéro. Merci Pascal Owondi. De cette manière, à quelques jours des élections, nous passons au je premier pense que sujet. on C'est ne va pas la lettre que Denis Kadimoro écrit au chef de l'État, une lettre confidentielle. On en parle dans les médias depuis ce matin par rapport aux contraintes techniques que est confrontée la CENI. Et votre analyse par rapport à cela, c'était prévisible parce que déjà beaucoup, l'opposition notamment, est en train de faire part de la non-tenue, de non-respect du calendrier cette année. Merci madame. D'abord un petit rebondissement avant d'entrer. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. 100 ans, 100 ans. Ouais, merci beaucoup. Madame, je voulais chuter par ce que Pascal a dit sur les morts et on ne communique pas. Nous sommes dans le Holomami. Hier, il y a eu des morts. L'armée a tiré encore sur la population. Et cette question, c'est une question telle que nous l'avions traitée un moment ici, sur les conflits. Il y a un conflit qui gît au moment où nous parlons dans le Holomami, dans la chefferie Mousseka. Et hier, il y a eu des morts. Donc nous sommes en train d'appeler au ministre de l'Intérieur de vérifier cette situation. Il y a, semble-t-il, un ministre provincial qui a de l'ascendant sur le gouvernement provincial. C'est lui qui serait à la base de cette question-là. Donc, si nous revenons à la question de la CENI, j'ai lu ce document, je ne sais pas confirmer si il est authentique. Nous avons dit au conditionnel, Ouais, au règle. j'ai lu aussi. Si tel est le cas, je pense que ceux-là qui nous ont suivis sur le plateau, j'évoquais déjà ce genre de problème. J'étais en train d'émettre des hésitations par rapport
à la tenue des élections à la date du 20 décembre. Les contraintes sont réelles et surtout la question sécuritaire, la sécurisation des kits et la sécurisation du personnel. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 semaines que nous sommes en train d'épiloguer sur ce chapitre. Nous n'avons pas vu le ministère de l'Intérieur convoquer la police nationale afin de la préparer à la sécurisation. C'est un grand travail. Il y a des partenaires qui interviennent pour apprendre aux policiers comment se comporter sur le terrain. L'autre fois, nous étions sur le dossier de Goma et j'avais posé le même problème. Est-ce que pendant l'état des sièges, c'est la PNC qui va sécuriser les élections à Goma ou comme il y a un gouverneur militaire, ça sera encore l'armée? Voilà les contraintes réelles en dehors de ce qu'on a vu dans ce document-là, vrai ou faux. Mais aussi, nous n'avons pas vu un matériel sur le terrain. Déjà, on voyait des camions de l'armée et de la PNC, les Kamaz et les Djeffan, circuler dans la ville. Et les gens se disaient que ce sont ces camions qui vont transporter le matériel électoral. Ça se faisait déjà 6 mois avant. Mais ici, à 2 mois des élections, on n'a pas encore vu une camionnette, à moins que ça va arriver, je ne sais pas dans combien de temps, et ça va se passer dans combien de temps. Alors, si ces contraintes sont réelles, Thierry Mukeleke, il sait que cette lettre, ça serait par exemple, on peut classer ça dans le sens d'un ballon d'essai pour voir comment est-ce que les gens vont réagir par rapport à... Madame, nous sommes, l'autre fois j'ai dit, nous sommes des adultes. On ne peut pas prendre des Congolais comme des gamins. Moi, j'étais clair. Et j'avais même dit à Pascal, Pascal a dit la même chose que moi, mais il a dit d'une manière stratégique. Moi, j'ai été clair. J'ai demandé au chef de l'État de tout stopper et d'appeler les Congolais, dire qu'il y a un problème. Il y a le problème de la sécurité à l'est du pays et maintenant nous avons un deuxième problème. Que faisons-nous? Mettons de côté majorité Union sacrée. Que faisons-nous pour que nous puissions atterrir dans des bonnes élections? Il n'y a pas de honte à se faire. Nous sommes dans les erreurs de 2015-2016. Donc on ne peut pas s'échapper dans ces erreurs-là. Alors à force de foncer la clé dans une porte déjà grandement ouverte, nous risquons de casser la clé et nous serons obligés d'enlever la serrure et tout ça va encore s'étendre. Si réellement ce document est vrai, parce que ça fait déjà 3 jours, les gens de la CENI n'ont pas encore contredit, peut-être qu'ils vont le faire aujourd'hui, on ne sait pas. Donc ça commence à corroborer les propos de nous qui pensions qu'il faut stopper la machine, se mettre autour d'une table et créer ce cadre de concertation que le président Denis Kadima était en train d'éviter, parce qu'on l'accuse par l'opposition qui ne crée pas un bon cadre. Il fait un truc à lui. Donc si ce cadre-là, que l'opposition est en train de penser, est créé, nous allons tout droit dans un dialogue. Dialogue. Oui. Alors Pascal Owondje, si la lettre est vraie et réelle, là, le chef de l'État va rester en fonction. C'est quoi la phrase? Reste en fonction jusqu'à la tenue des... C'est ça? Jusqu'à l'installation du prochain. Du prochain. Oui. En tout cas, merci. Parce que cette question de la CENI, je pense que, je l'ai toujours dit, quand nous la débattons, il faut la débattre de manière dépassionnée. Parce que on ne peut pas avoir des tendances lorsqu'on parle de la CENI. En principe, même si j'ai toujours dit, c'est une institution indépendante, mais qui est en même temps dépendante. Et la preuve est là parce que elle ne peut correctement faire son travail que lorsque elle est en intelligence avec d'autres institutions. Entre autres ici, le gouvernement qui doit financer, le gouvernement qui doit sécuriser, et ainsi de suite. Et donc, je pense, pour la CENI, c'est normal d'exposer les difficultés qu'elle rencontre à ce stade. En ces moments. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il ne nous reste que 3 mois. Et d'ailleurs, je vais dire 2. Sinon, je vais encore dire, il n'y a plus du temps. Il n'y a plus de mois. Du fait que, d'ailleurs, vous voyez les gens défiler, même sur les plateaux de télévision, commencer déjà la campagne. Quand vous allez sur les avenues de Kinshasa, vous allez trouver des affiches par-ci, par-là. La campagne, pratiquement, a commencé. En violation de la loi.
et accompagné par toutes les structures habilitées à recadrer les choses. Commençons par les journalistes d'abord. Si je viens ici, je vous dis je suis candidat, mon numéro, tout, tu vas me faire passer, ignorant que j'ai fait la campagne. Non, pas moi. Et nous sommes les premiers à condamner et nous les facilitons en même temps. Billet vert. Voyez-vous? Donc c'est nous qui sommes responsables de ce côté. Et donc moi je pense que maintenant, il est presque temps rapidement pour la CENI, là où elle a des difficultés effectivement, qui feront que le travail ne soit pas bien fait pour organiser finalement les élections en décembre, alors il est temps déjà d'osser la voie pour que la solution rapidement soit trouvée. Parce qu'au stade où nous sommes aujourd'hui, les listes définitives publiées, les dépôts des candidatures à plusieurs niveaux, c'est déjà fait. Au niveau présidentiel, en train d'être déposé. Mais on est en train d'entrer dans une phase irréversible. Voilà pourquoi il faut tout faire. Moi, Pascal, je ne serai pas celui qui va prôner la disposition de l'article 70, 70. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à... Non, j'étais celui qui s'est opposé à cette disposition à son temps. Cette disposition s'est justifiée à son temps parce que c'était le dernier mandat d'abord de Kabila, le chef de l'État à l'époque. Et on arrive à la fin, 2016, on se trouve dans une incapacité d'organiser des élections simplement parce qu'il y avait une autre intention de toucher à la condition, mais les conditions n'ont pas permis, on pensait bénéficier de notre mandat. Et nous sommes allés de 2016 jusqu'en 2018. On a trouvé des parades dans l'explication de cette disposition. Et moi, j'étais parmi les gens qui s'opposaient. Et je ne peux pas me rebiffer aujourd'hui comme pour appuyer cette disposition. Non, il est temps, avant qu'on arrive en décembre, de trouver solution à cette question. Et c'est possible. Parce que j'avais suivi le président de la CENI pas très longtemps. Il disait que les élections seront bel et bien organisées en décembre. Merci, je me pose Pascal. la question. Oui. C'était par rapport à quoi il avait ces affirmations. Si de l'autre côté, il y avait aussi des contraintes qui feraient que les élections ne seraient pas organisées en décembre. Donc, je pense qu'on aura les élections en décembre. Les contraintes, peut-être c'est juste pour pousser qu'on ait l'argent, pour parachever le processus. À ce moment-là, ce serait une bonne chose parce qu'à ce stade, il pousse, il essaie un peu de c'est normal. Pour qu'on donne l'argent vite. Avec votre ministre des Finances est là, si vous allez lentement, mais vous risquerez de penser à organiser des élections en avril ou mai. Dans sa tête, peut-être il pense comme ça. Donc il faut le pousser. Je connais le monsieur pour qu'il débourse l'argent. C'est tout un problème. Et aussi, je vous avais dit ici, au ministère des Finances, pour que l'argent sorte, si vous allez sortir 1 million, ils doivent gagner au moins. Rétrocommission. Mais je dis, c'est clair, c'est systématisé au ministère des Finances. Qui ne connaît pas ça? Merci Pascal. Alors, Madame, avant de lui donner le micro, il y a Célestin Kadiadia qui nous suit. Il dit que la CENI a contredit le dit document. Voilà. Il est sur YouTube. Célestin Kadiadia. Ok. Il dit que bon. A contredit, hein. Ouais, Donc, ça reste aussi à vérifier parce qu'on ne peut pas directement accepter un message qui nous vient. Alors, la voie légale que nous l'analyse est conditionnée. Ouais. On a conditionné, voilà. Alors, si il y a des contraintes, on reste encore là, dans le conditionnel toujours. Est-ce que où on va placer les propos du chef de l'État à la tribune des Nations Unies, il y aura bel et bien élection. Même lui-même, Denis Kadima, j'ai suivi une vidéo où il parle même en lingala, où il dit qu'il y a des ONG qui cherchent de l'argent. Quand il y a des troubles lors des élections, alors où on doit placer tous ces messages-là? C'est faux, vraiment, ces problèmes techniques. Madame, on vient de contredire ici par quelqu'un qui est en train de nous suivre en direct. Moi, je suis convaincu qu'il y aura élection au mois de décembre 2023. Pourquoi je le dis? C'est parce que toutes les interviews et les confirmations liées à ces sujets que le président Denis Kadima a eu à répondre, c'était la même chose. Il est resté sur la même ligne pour dire que comment on va dire, le glissement n'était pas dans le vocabulaire de la CENI. Mais l'interview le chef et de la l'État, réalité, c'est autre chose. je suis en train de vous répondre, madame. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît.
Le chef de l'État l'a dit, vous venez de le souligner, du haut de la tribune des Nations Unies. Il est le garant du bon fonctionnement de la République, des institutions. En fait, un glissement aujourd'hui pour le premier mandat de Félix Tshisekedi ne sera pas avantageux pour lui. Moi, je suis de ceux qui pensent de cette manière-là. On a intérêt, obligation d'organiser les élections au mois de décembre pour qu'il n'y ait pas de tout ce qui peut venir dans tous les sens. C'est vraiment important que nous puissions organiser des élections. Déjà, les gens qui sont aux législatives, on les a déjà dotés des numéros. Nous voyons déjà sur les statuts des uns et des autres, comme Pascal vient de le dire ici, c'est déjà la pré-campagne qui a commencé. Nous le voyons déjà dans certains médias, même une pré-campagne un peu masquée, un peu codée. Il y aura des élections et si il y a des difficultés, même si la CENI vient de démentir l'existence de cette lettre, et la moindre chose, c'est de faire pression au niveau du ministère des Finances, parce que s'ils sont arrivés aujourd'hui, là où nous sommes, c'est-à-dire qu'il y avait de moyens, par rapport à ce qui reste, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour arriver au mois de décembre. Je dirais, il reste 2 mois déjà. Ce mois ici de septembre est en train déjà de se terminer. Alors, si réellement il y a des difficultés, que le président Denis Kadima contacte les personnes concernées qui peuvent donner des moyens pour que nous ne puissions pas tomber dans la faute. Parce qu'il sera responsable, on va lui retourner toutes ces vidéos où il confirmait en disant que le glissement n'est pas dans le vocabulaire de la CENI. Donc moi, espérons qu'au mois de décembre, on aura des élections pour permettre à la population de se choisir de nouveaux dirigeants, le président de la République, mais aussi, j'aimerais marteler ici par rapport aux députés, il y a beaucoup de députés qui n'ont rien fait, que la population soit très vigilante pour voir qui choisir. Voilà, merci Aimé. Alors la lettre, le propos de Corneille Nangaa, l'ancien président, qui ne lâche pas l'affaire, hein. Qu'est-ce qui se cache derrière ces propos, Thierry Moukeleke? Bon, je pense que nous devons faire très attention et d'éviter de jouer le jeu. En communication, il faut être trop prudent. L'État congolais a des structures de communication. Corneille Nangaa est devenu un citoyen du commun des mortels. Alors, je me demande pourquoi l'État devra entrer dans les réseaux sociaux pour polémiquer avec un citoyen du commun des mortels. Il est très important que les institutions de la République se retirent des réseaux sociaux. Parce que Corneille Nangaa est en train de faire son jackpot. C'est un candidat qui était potentiellement éligible à l'élection présidentielle. Il se retrouve dans des difficultés. Et il est en train de se créer des pôles positions. Et je me demande pourquoi l'officiel est en train de rentrer dans ça. Dans le débat dans les réseaux sociaux, j'ai donné un exemple, une image un peu terre à terre. Vous voyez le stade des Martyrs. Vous êtes dans une Jeep 4x4, GXR dernière cri. Vous avez le téléphone au volant. Vous avez baissé votre glace et les petits chègues qui sont souvent là-bas, il vient, il arrache le téléphone, il descend dans les égouts. Et vous, le VIP, vous laissez votre Jeep en pleine chaussée, moteur en marche, vous descendez avec veste et cravate, vous entrez dans les égouts. Il y a même quelqu'un qui a dit que non, tu as réduit tellement Nangaa. J'ai dit que non, je n'ai pas voulu le réduire. J'ai voulu juste expliquer que, attention, l'essence des responsabilités de l'État pèse. La polémique dans les réseaux sociaux est en train d'être convertie en débat par l'officiel. Parce que l'officiel va dans les réseaux sociaux et ce n'est plus une polémique, ça devient un débat. On a vu même des documents qui soient sortis où on voit les signatures du président sortant et du président de la République. Et les gens ont commencé directement à discuter sur ça. Vous voyez un peu où est-ce que
ce manque de communication nous amène, ça dit que l'État doit rester dans l'officiel. Merci. Pascal Oronje, en faire un non-événement, comme a dit Thierry Moukilekili. L'État ne doit pas tout suivre. L'officiel, hein? Oui, suivre dans les l'État doit réseaux rester dans sociaux. l'officiel. Non, je fais mienne les analyses de Thierry. Elles sont pertinentes. Ça, jamais me temps. Mais simplement, je sais que lorsqu'on occupe des hautes fonctions d'État, on a un comportement d'État en même temps. Moi, je reviens toujours sur la philosophie d'Auguste Comte. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et c'est là que j'ai rejoint maintenant le confrère. Malheureusement, jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu Corneille Nangaa dévoiler, n'est-ce pas, le fameux compromis en question. Je n'ai pas encore entendu. Les preuves. Non. C'est quoi en toute réalité les dessous des cartes dont il fait souvent allusion? Je ne l'ai pas encore entendu dévoiler. Qu'il nous dise qu'est-ce qu'il veut dire par ses propos. Oubliant que, à ce temps-là, le président Félix Tshisekedi n'avait aucune fonction. Il était un simple candidat, comme Pascal, qui peut aller aux élections aujourd'hui. Qui pouvait influencer un quelconque accord. Ce sont eux qui étaient au pouvoir. Donc, s'il y a des responsabilités, le premier responsable, c'est lui-même qui était président de la commission électorale nationale indépendante. La population, le peuple congolais va l'en vouloir. C'est lui le président de la CENI. Il n'est pas ici. Hein. Deuxième personnalité, c'est Joseph Kabila, qui était encore président de la République. Quel est le problème alors de Félix Tshisekedi? Je vais aux élections, je suis comme tout candidat et je viens vous influencer, vous, président de la CENI, pour que je trouve un compromis. Ça n'a pas de sens, non? Peut-être moyennant des billets. Non. Quel billet vert Tshisekedi avait des billets verts avant? Je ne sais pas. Non, cette démarche ne passe pas. Non, excusez Gisèle, cette démarche ne passe pas. Je comprends qu'il est en train d'accuser Joseph Kabila indirectement. Parce que c'est lui qui était président de la République jusqu'avant l'investiture du nouveau président. C'est lui qui était président de la République. S'il y a eu un quelconque compromis, le responsable c'est Joseph Kabila. S'il y a eu un quelconque compromis, le responsable c'est le président de la CENI qui est lui-même Nangaa. Posons-nous la question. Pendant ce temps que lui dit là, qu'est-ce qu'il avait dit lui? Pourquoi on s'est Il s'est tué. Et pourquoi maintenant? Merci. Donc, Pascal. on va comprendre. Non, excusez Gisèle. On va comprendre que j'appuie maintenant le point de vue de Thierry, parce qu'il est dans une position inconfortable. Et il force des arguments pour nuire les gens bêtement, n'ayant pas compris qu'il s'est détruit lui-même. Alors il faut en faire un non-événement. Au lieu de nous répondre, en on sait qu'il est dans il cherche un positionnement. C'est comme ça que nous avons commencé. Pourquoi on le répond? Nous avons commencé l'analyse par cela. C'est comme ça que Thierry l'a dit. Je vous ai dit, je fais mienne les analyses de mon confrère et je complète, comme pour dire que s'il y a responsabilité, le responsable à ce moment-là, c'est Nangaa lui-même parce qu'il était président de la commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que les autres ont à voir? Et évoquer souvent le nom de Tshisekedi, comme si à l'époque, Tshisekedi avait une influence, n'est-ce pas, sur une quelconque institution. Quelle est l'influence que Tshisekedi avait à son temps pour qu'on dise, bon voilà, Tshisekedi, qu'est-ce que Tshisekedi avait fait à son temps? Non. Vous voulez incomber la faute? Incomber la faute alors à Joseph Kabila. Vous voulez incomber la faute? Incomber la faute alors au président de la commission. Merci Pascal Oronje. Alors, Aimé Mutombo, Nangaa. votre analyse également. Qu'est-ce qui se cache derrière ces propos des Nangaa qui ne lâchent pas, qui continuent à persister et signer? Qu'est-ce qu'il veut en fait? En fait, moi je pense que Corneille Nangaa a raté encore une occasion de plus pour se taire, pour la fermer. Comme mes deux co-débatteurs qui sont en face viennent de dire, je soutiens totalement ce qu'ils viennent de dire. Pourquoi est-ce que Corneille Nangaa a attendu que le mandat du président de la République s'achève pour qu'il commence à dire cela? Je pense qu'il y a la première fois qu'il est sorti dans les médias, c'était il y a 6 ou 7 mois, si ma mémoire est bonne, pour dire que non, voilà, on a fait les choses selon une... Mais franchement,
Ce qu'il est en train de faire, là je rejoins mon frère Pascal, c'est-à-dire qu'il accuse indirectement Joseph Kabila Kabange. Moi je me pose maintenant la question, je me suis toujours posé cette question. Quelle est la qualité et le droit que Joseph Kabila avait en tant qu'individu pour choisir un autre individu pour le placer comme chef de l'État? C'est un chef de l'État. Non, 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 non. La Constitution, madame, la Constitution ne donne pas le droit à un chef de l'État de proclamer et de choisir un autre candidat président de la République qui n'est pas élu comme chef de l'État. À moins que je lise mal la Constitution, que les gens puissent me contredire. La Constitution ne donne pas le droit ni l'autorisation, que ce soit à un chef de l'État, à un président du Sénat, un président de l'Assemblée nationale, de faire un compromis. Il n'y a aucun article de la Constitution qui le dit. Joseph Kabila a été candidat. Il était président de la République à l'époque. Et quand les gens parlent de l'argent, tu sais qu'il n'avait aucune fonction officielle qu'il exerçait à cette période-là. On dit que c'est pour calmer la tension, parce qu'il y avait trop de pression. Nanga est en train de chercher à discréditer. Le chef de l'État a eu à répondre à une de ces questions, pareil au niveau des États-Unis. C'est ce qui a fait peut-être qu'il puisse encore essayer de répondre. Il s'est dit qu'il est candidat président de la République. Mais qu'il revienne ici, qu'il aille déposer sa candidature au niveau de la CENI. Merci, il cherche à discréditer la CENI d'abord, où il va être candidat. Cette CENI qui va... Non, franchement... Soyons sérieux et alors on parle de sécurité, ça serait notre point, un dernier point abordé. J'ai pas fini, madame, vous m'avez coupé. Je disais qu'il faudrait qu'en une minute, il faudrait que nous puissions être sérieux à analyser certaines choses et certains interviews et messages ou tweets de certains individus comme les Nanga qui cherchent à mettre l'huile dans le feu inutilement. Mais heureusement que le peuple congolais aujourd'hui n'est pas dupe. Il comprend que ce monsieur, c'est un menteur et une personne animée de mauvaise foi qui mérite d'être arrêté. Ultimatum lancé au M23, le gouvernement via le VPM des affaires étrangères, c'était pour dimanche, hein, ils doivent quitter, sinon le gouvernement va tout faire pour que libérer ces coins. C'est-à-dire quoi? Quand on a suivi aussi le chef au niveau des Nations Unies, qui n'exclut aucun scénario, c'est-à-dire quoi? Le gouvernement veut passer à l'offensif, cette fois-ci ou rien. Madame, nous sommes toujours dans le même problème de communication. Vous savez, la communication, c'est quelque chose de très capital. L'officiel, quand l'officiel prend position, ça dit que ça devient une parole d'évangile. En principe, on aurait vu le président de la République devant le Congrès congolais prendre ce genre de position et amener le peuple dans un état de guerre. Pas aux Nations Unies. Aux Nations Unies, c'est un cadre très sensible parce que tout le monde ne va pas vous suivre et ne va pas l'entendre selon vous. Quand vous suivez le ministre des Affaires étrangères, bon, peut-être c'est parce qu'il participe dans des conseils de gouvernement, mais sur des plans techniquement stratégiques, sa sortie est un peu ratée parce que c'est comme qui dirait il est en train d'avertir celui qu'on a classé d'ennemi de se préparer. Or, dans la stratégie communicationnelle, c'est un sérieux problème. On devait d'abord contenir et gérer la communication du président de la République au niveau des Nations Unies et voir les réactions des autres pays et quels sont ces pays qui peuvent accompagner. Parce que le président était sur le pied de guerre au niveau des Nations Unies. Pour ceux-là qui ont fait la bonne communication. Or, par rapport à cette position-là, lui, le ministre des Affaires étrangères, devait s'assurer combien de pays vont rejoindre le discours du président de la République. Parce que le M23, dans sa posture actuelle, disait être de ceux-là qui continuaient à tendre la main jusqu'avant le discours. Mais après le discours, les choses ont changé. C'est pourquoi il faudrait qu'on aménage la communication au niveau officiel. Donc, nous sommes en train d'insister parce que, comme je l'ai dit tantôt là, dans le Holomami, ça brûle, ça augmente sur le dossier de Mobundo,
ça augmente sur le dossier Ouazalendo, ça augmente, ça augmente. Pourquoi ne pas chercher d'abord à rassembler les Congolais autour du président pour voir comment orienter ce genre de décision? Parce que nous n'allons pas dire ce que le M23 dit, on va nous taxer d'apologie. Mais c'est pourquoi nous insistons du côté gouvernement, du côté officiel, on doit réduire les canaux de communication pour que celui qui sort au nom du gouvernement, que cette communication ait une certaine efficience pour l'efficacité. Merci. Donc, je suis dans 2 mois, entre guillemets, le 20 décembre, il y a des élections. Ça dit que dans 2 mois, on doit en découdre avec le M23. La CENI doit aller placer ses kits d'enrôlement et préparer nos frères de Bunagana, de Rutshuru. Vous voyez un peu dans cet aspect-là. C'est pourquoi il faut réduire beaucoup de mots quand on doit communiquer. Merci, Pascal Ounch. 1 minute, parce que nous sommes arrivés à la fin. Moi, j'ai aimé d'abord le discours du ministre d'État à la fonction publique burkinabé. C'est un Africain qui a parlé, qui a craché de vérité contre l'ONU, sinon sur l'ONU et sur la France. Macron en face, il a dit des choses en face. J'ai aimé, et je crois que c'est de cette manière que l'Afrique peut s'émanciper. C'est de la même manière, avec ce que nous avons ici à l'Est. Nous savons que le M23, nous le disons, c'est une agression. Ce qui voudrait dire que c'est un autre pays qui est chez nous, et si nous devons faire la guerre cette fois-là, c'est contre ce pays-là. Et ce pays en question est appuyé par les multinationales. De mon point de vue, c'est toujours bon, à leur niveau là, qu'ils comprennent ce que nous pensons aussi faire. Quand le ministre de la fonction publique burkinabé s'engage comme Vatner, burkinabé, mais j'ai vu les gens dans la salle sursauter. Effectivement, nous étions sous embargo. Aujourd'hui, nous avons les armes. Je crois que c'est ce sursaut d'orgueil qui commence à nous animer pour que finalement on mette un terme. Au niveau international, le plan a été, pour bien marcher sur la République démocratique du Congo, nous mettre sous embargo des armes. Et c'est comme ça que ce soit le CNDP, que ce soit le M23-1, que ce soit le M23-2, ont su marcher sur la République démocratique du Congo. À ce jour, je vais leur dire que ce ne sera plus possible, non seulement par la détermination de l'âme congolaise, mais aussi par l'organisation, en tout cas d'équipement, par le pays, et nous serons à mesure de faire face. Je ne pense pas que c'est par rapport au temps des élections qu'on pense faire ça, mais je crois que par nécessité de rétablir la paix. Merci Pascal. Aimé Mutombo, vous allez conclure, hein, quelques secondes seulement, s'il vous plaît. Merci. C'est la difficulté qu'il y a de prendre la parole toujours en dernier, mais moi je l'ai toujours dit et je l'ai toujours insisté ici, si vous vous rappelez, que nous devons faire la guerre. Alors maintenant, nous devons frapper. S'il s'agira de prendre même des mercenaires pour renforcer cette énergie, pour nous prendre nous-mêmes en charge, c'est très important parce qu'aujourd'hui, je revenais dernièrement de Béni, je vous dis que les gens vivent là-bas, ils ne sont pas dans la paix. Alors les choses, ça doit changer. Dans ce coin-là, les gens vivent le matin, vous pouvez être chez vous et le soir, vous allez ailleurs, vous laissez vos maisons avec les enfants, ceci, cela. Donc c'est très important. Moi je dirais juste qu'on doit, j'appuie cette idée, nous devons faire la guerre et faire reculer ces petits M23, ces petits Rwanda, leur diminuer et reconquérir que la République démocratique du Congo soit entièrement entre le commandement des autorités de la RDC. Merci Aimé Mutombo. Merci. Merci à Pascal Ounje. Merci beaucoup, Gisèle. Merci à Thierry Moukelekele. Merci À l'équipe technique, Moro Nzambé. Merci à Doudou aussi. Karine Bébé, José Andia, Bruno Nzinga, Onésime Tsingani. Merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Madame, Monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir.